Bonjour à tous, merci pour votre participation. Nous allons commencer notre webinaire qui est consacré à une présentation des nouvelles obligations issues de la loi partage de la valeur. Nous vous remercions chaleureusement de votre inscription. Nous sommes donc dans le second round puisque mardi, nous avons proposé le même webinaire pour les personnes anglophones et nous pouvons constater que le sujet est assez fédérateur. Donc, un grand merci à vous. Avant de démarrer, nous vous proposons de faire un tour de table des participants et animateurs de ce webinaire. Alors, je vais commencer. Je me présente, je suis Caroline Luche-Roquia, je suis avocate associée au sein de Grant Thornton Société d'avocats. Et je passe la main à moi. Bonjour tout le monde, je suis Nora Sab, manager épargne salariale et épargne retraite chez MIA Assurance. Bonjour à tous, Théo Voyard, directeur au sein de Grant Thornton, en charge de l'équipe paye internationale. Bonjour, Laura Vidéa, directrice chez Grant Thornton, responsable de service paye et conseil social. Alors très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais d'ores et déjà, on salue les personnes qui se sont inscrites et qu'on connaît bien. Merci de votre fidélité. Pour ceux qui ne connaissent pas Grant Thornton Société d'avocats et MIA, nous allons vous présenter très brièvement qui nous sommes. Alors, pour Grant Thornton, c'est un cabinet pluridisciplinaire qui repose sur plusieurs métiers de l'audit, l'expertise comptable, juridique et fiscale et transformation durable. Nous sommes sur 24 bureaux en France et nous avons 2800 collaborateurs. Rattaché au cabinet pluridisciplinaire, donc il y a le cabinet d'avocats dans lequel je suis donc intégrée, Grant Thornton Société d'avocats, qui est donc un cabinet d'affaires pluridisciplinaire avec plusieurs disciplines, à savoir le droit fiscal, TVA, prix de transfert, patrimonial et immobilité, également corporate M&A, le droit social que je représente, le droit économique et également le droit de la propriété intellectuelle. Pour Grant Thornton, peut-être un peu plus précisément sur le métier de l'expertise représenté par Laura et Théo. Alors pour les activités d'expertise conseil, ce sont les activités un peu classiques d'expertise comptable, impôt sur les sociétés et plus précisément la partie ressources humaines, conseil social et paye que nous animons conjointement avec Laura sur la partie plus française et moi sur la partie internationale. On va passer à Nora. Et moi, je représente le cabinet MIA Assurance, qui est un cabinet de courtage indépendant qui accompagne principalement le chef d'entreprise et ses salariés dans tout ce qui est relatif à la protection sociale. Aujourd'hui, nous accompagnons principalement les TPE et les PME avec une première particularité, l'accompagnement des entreprises internationales qui s'implantent en France. MIA, c'est une société qui est à taille humaine. Aujourd'hui, nous comptons 20 collaborateurs, ce qui nous permet d'être au plus proche de nos clients, de faire une approche sur mesure et de faire preuve de beaucoup de réactivité. Autre élément important, c'est nos domaines d'expertise, puisque nous couvrons tous les métiers de la protection sociale. Nous faisons une approche à 360 degrés, avec le cœur de la protection sociale qui sont les frais de santé et la prévoyance, qui viennent couvrir les remboursements qui sont non couverts par la sécurité sociale, et la prévoyance qui couvre l'arrêt de travail, l'invalidité et les capitaux décès. Et également, actuellement, en général, quand le chef d'entreprise met en place les frais de santé et la prévoyance, il vient ajouter la retraite supplémentaire qui fait partie des rémunérations périphériques qui sont essentielles dans une structure. Et puis aujourd'hui, le sujet qui va nous animer, l'épargne salariale, notamment dans le cadre de la loi de partage sur la valeur. Et donc, on va commencer par introduire le sujet et tu peux passer au premier slide. Alors, pourquoi le partage de la valeur? Alors,
Donc, vous en avez tous entendu parler, la récente réforme législative sur le partage de la valeur marque un véritable tournant pour les entreprises, visant à réconcilier le travail avec le capital, qui est un sujet donc extrêmement sensible dans le contexte actuel de crise sociale et également de récession du marché du travail. À l'origine et à la genèse de cette loi, nous avions des sujets très prégnants post-Covid concernant la protection du pouvoir d'achat. Le sens du travail aussi était assez chahuté par la réforme des retraites, également l'annonce de résultats records ou de dividendes pour les grandes entreprises françaises. Donc cette question du partage de la valeur était vraiment au cœur de toutes les préoccupations. Et c'est dans ce cadre, et pour faire suite à une promesse donc de campagne, que le président Macron s'était engagé ou avait évoqué la création d'un dividende salarié, et une note d'orientation avait été donc adressée aux fédérations syndicales et patronales en vue d'entamer des négociations sur le sujet. Après plusieurs mois de négociations, nous avons abouti à la signature d'un accord national interprofessionnel qui est donc paru le 10 février 2023. Et donc, la loi du 29 novembre 2023 vient transposer des dispositions qui n'étaient pas encore effectives pour prendre un certain nombre de mesures pour marquer ce tournant visant à réconcilier le travail avec le capital. Alors, la loi a été par la suite précisée par 2 décrets, celui du 29 juin puis celui du 5 juillet 2024, qui ont donc introduit des obligations inédites à titre expérimental, donc pour une durée de 5 ans, tout en laissant une certaine flexibilité aux entreprises dans le choix des dispositifs. Alors, en réalité, si aucune sanction n'est prévue par la loi, à la fois, il y a une opportunité de s'en saisir. Pourquoi? Parce que ça permet effectivement d'adopter un cadre souple et adapté, et qui, à notre sens, ne durera pas indéfiniment, puisque, effectivement, c'est une valeur forte qui revient beaucoup, surtout dans le contexte actuel, où le partage de la valeur est très prégnant, et à un moment, on aboutira à une généralisation de certains des dispositifs. Donc, plutôt, et c'est notre propos d'aujourd'hui, c'est à la fois de vous présenter les nouvelles obligations, parce que c'est ça qui est nouveau en matière de dispositifs liés au partage de la valeur, c'est de rendre obligatoire des dispositifs, et en particulier pour 2 typologies de sociétés, mais c'est également l'occasion de réfléchir à sa politique de rémunération, puisqu'un certain nombre de ces dispositifs peuvent être un véritable levier d'attractivité et de fidélisation des salariés. C'est aussi un sujet au cœur des préoccupations des entreprises aujourd'hui. On peut passer à la slide suivante. Alors, je précise que la présentation vous sera adressée suite au webinaire, donc vous pouvez rester tout à fait attentif sur nos propos, et vous aurez tout en écrit, et donc c'est pas la peine de prendre des notes. Bon, nous vous avons préparé ce slide qui récapitule donc les différents dispositifs qui sont prévus par la loi, et en particulier ceux qui deviennent obligatoires depuis la loi du 29 novembre 2023. Alors, 2 typologies de sociétés sont concernées, comme je vous l'indiquais. Donc, nous avons les entreprises de 11 à 49 salariés, donc à compter du 1er janvier 2025, celles qui justifient d'un bénéfice net fiscal d'au moins 1% de leur chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs sont dans l'obligation de mettre en place un des 4 dispositifs que nous avons désignés en dessous, donc le supplément de participation ou la participation volontaire, l'intéressement ou selon le supplément d'intéressement pour les plus de 50, l'abondement au plan d'épargne ou la mise en place d'une prime partage de la valeur qu'on
nomme plus facilement la PPV. Vous avez également une autre obligation qui, elle, est effective depuis le 1er janvier 2024 pour les entreprises de plus de 50 salariés qui disposent d'un ou plusieurs délégués syndicaux, ont l'obligation de négocier sur la définition de l'augmentation exceptionnelle de bénéfices exceptionnels et de mettre en œuvre un des dispositifs obligatoires de partage de la valeur. Alors, nous allons aller un peu plus en détail sur les critères pour que vous puissiez identifier si votre société est éligible ou pas. Peut-être pour aussi brosser rapidement les autres dispositifs, parce qu'on va plutôt axer sur les obligations. On rappelle que pour les entreprises de moins de 50, naturellement, elles ont la possibilité de négocier un accord de participation avec une formule de calcul de la réserve spéciale qui déroge à la formule légale dans un sens moins favorable aux salariés. Pour toutes les entreprises, donc, la loi a prévu un certain nombre de mesures et là qui restent facultatives, notamment la faculté de verser 2 primes de partage de la valeur sur une même année civile, la création également d'un plan de partage de valorisation de l'entreprise, étant précisé que nous n'abordons pas ce dispositif dans notre webinaire, dans la mesure où, après étude, à notre sens, ce mécanisme est à la fois chronophage et contraignant, et surtout avec les experts, il n'y a pas de mécanisme juridique permettant d'aboutir au traitement favorable qui était envisagé. Donc, à notre sens, ce dispositif n'est pas encore mature ou mérite certains ajustements avant de pouvoir être utilisé efficacement. Donc, on l'a retiré de nos présentations. On a également la possibilité de verser des avances de primes de participation ou d'intéressement, mais c'est sur la base d'un volontariat. La possibilité également d'affecter, mais ça nous y reviendrons avec Nora, une partie des sommes issues de plans d'épargne salariale ou retraite sur des fonds labellisés au titre du financement de la transition énergétique ou écologique ou de l'investissement socialement responsable. Et enfin, il y a un sujet qui nous est cher également en ce qui concerne l'actionnariat salarié, c'est la possibilité d'octroyer donc des actions gratuites aux salariés avec un rehaussement du seuil, puisque maintenant, le plafond a été augmenté à hauteur de 15% du capital social versus 10% auparavant. Donc, après avoir brossé ces dispositions et donc le corps de la loi, revenons sur notre sujet, sur ce qui est obligatoire aujourd'hui en termes de mise en place d'un dispositif lié au partage de la valeur. Donc, vous l'aurez compris, pour les entreprises de moins de 11 salariés, aucune obligation et elles ont la possibilité de le faire volontairement. En revanche, pour les entreprises entre 11 et 49, l'obligation de mettre en place les dispositifs qu'on va vous détailler est effective à compter du 1er janvier 2025. Pour vous rassurer, parce qu'on a eu beaucoup de questions de la part de nos clients en particulier, je rappelle qu'il n'y a pas de sanction, que le dispositif est donc obligatoire à compter du 1er janvier 2025, mais c'est la mise en place d'un dispositif lié au partage de la valeur sur l'exercice 2025. Donc, pas de crainte, pas de descente de l'inspecteur du travail le 2 janvier. Vous avez toute l'année, justement, pour réfléchir au dispositif qui sera le plus adapté. Et nous y reviendrons. Et ensuite, pour les entreprises de plus de 50 salariés et plus, comme je l'ai indiqué, cette obligation n'est pas nouvelle puisqu'elle est effective depuis le 1er janvier 2024. On a déjà un retour d'expérience sur les négociations qui ont été effectuées et donc nous y reviendrons parce que ça pose quand même un certain nombre de questions. Alors, plus en détail, donc pour les entreprises qui sont comprises entre 11 et 49 salariés. C'est vraiment le fer de lance de cette loi. Parce que, comme peut-être vous le savez, pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés, nous avons dans le Code du travail depuis à peu près maintenant, je dirais
presque 60 ans des dispositifs liés à l'épargne salariale, et notamment la participation obligatoire. Donc, si vous voulez, pour les entreprises de plus de 50, elles ont déjà des outils juridiques qui permettent de redistribuer une partie de la richesse. Et c'est organisé comme tel dans le Code du travail. Et naturellement, pour toutes les autres entreprises et qui n'atteignaient pas ce seuil, il n'y avait aucune obligation. Et donc, c'est vraiment le sens de l'esprit du législateur, c'est d'aboutir à un élargissement, en fait, de ce partage de la valeur sur des plus petites entreprises. Les 1149. Et on le voit d'ailleurs au travers des études de la DARES que pour ces petites entreprises, très peu, en réalité, ne mettent en place des dispositifs à titre volontaire. Donc là, aujourd'hui, la loi leur impose. Alors, c'est un dispositif qui est à la fois souple et contraint. Cette obligation est soumise à deux conditions. La première, c'est l'atteinte du seuil de 11 salariés. Alors, pour vérifier si votre entreprise est éligible, il conviendra donc de déterminer l'effectif annuel en calculant la moyenne de vos effectifs employés au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Et donc, il suffit que votre entreprise ait atteint un effectif de 11 salariés sur l'année civile en 2024 pour que vous soyez concerné par cette obligation. Alors, en revanche, l'entreprise ne doit pas être assujettie si elle a mis en place déjà un dispositif de participation ou d'intéressement à titre volontaire, ou bien si elle a atteint un effectif de 50 salariés sur les 5 années civiles, ou bien si l'entreprise qui est certes en dessous du seuil, mais appartient à une UES et qu'elle est dans l'obligation ou est couverte par l'obligation d'un dispositif de participation, là encore, elle ne sera pas soumise à l'obligation de mettre en place un autre dispositif lié au partage de la valeur. Alors, sur la condition, c'était la deuxième, pardon, sur la condition liée au résultat. Donc, la loi pose comme condition donc, la réalisation d'un bénéfice net fiscal d'au moins égal à 1% du chiffre d'affaires sur les 3 années consécutives. Pour vérifier si votre entreprise est éligible, il conviendra donc de prendre en compte les 3 derniers exercices, à savoir 2022, 2023 et 2024. Donc, si vous remplissez ces 2 conditions, il y a la possibilité donc d'y déroger, comme je l'indiquais, si effectivement vous avez d'ores et déjà mis en place un dispositif d'épargne salariale, que ce soit de l'intéressement ou de la participation pour l'exercice considéré. Ce qui est intéressant par rapport donc à cette typologie et les dispositions légales qui sont prévues, nous sommes dans une obligation de résultat et non de moyens, contrairement aux entreprises de plus de 50, et j'y reviendrai. En revanche, l'entreprise dispose d'une très grande marge de manœuvre puisque vous pouvez opter sur un des 4 dispositifs, vous pouvez décider du montant et le mode de mise en place à partir du moment où il est instauré au cours de l'exercice considéré. Donc, vous êtes si vous êtes concerné et que vous êtes dans ce seuil des 11,49, vous pourrez donc choisir l'un des 4 dispositifs qui répond en fait à des objectifs différents en matière de politique salariale ou en fonction également du contexte économique ou social de votre entreprise. Vous le verrez, on le détaillera un peu plus, les outils d'épargne salariale auront davantage vocation à fidéliser et à attirer sur le moyen et le long terme et plutôt concourir à la performance collective. En revanche, la PPV, c'est ce que j'appelle plus familièrement la pompe à cash, mais qui peut être effectivement un véritable amortisseur social
dans le cadre d'une situation de crise ou pour permettre justement d'augmenter le pouvoir d'achat sur des populations avec les plus bas salaires. Alors, on peut passer sur les plus de 50. Alors, contrairement donc au dispositif qui est prévu pour les entreprises de 11 à 49, on est donc on pose une obligation de négocier sur des résultats exceptionnels, sur un bénéfice exceptionnel. En revanche, il s'agit plutôt d'une obligation de moyens, puisqu'il n'y a pas d'exigence d'atteindre et de conclure un accord collectif sur le dispositif. Pourquoi? Parce que le législateur considère, à partir du moment où ces entreprises, puisqu'une des conditions, c'est l'existence d'un délégué syndical, et donc le législateur fait confiance aux partenaires sociaux, et ça nous le savons bien, pour effectivement aborder une négociation sur le sujet et de laisser à la fois le chef d'entreprise et les partenaires sociaux de négocier sur le cadre qui sera le plus adapté à l'entreprise. Alors, pour ces entreprises, donc très rapidement, sur les obligations, donc une obligation d'un seuil de 50 salariés, qui dispose donc d'un délégué syndical. Alors, sur les 50 salariés, il faut être assujetti également à l'obligation de mettre en place un accord de participation, ce qui suppose donc un maintien de cet effectif au moins sur 5 années consécutives. Disposer de un ou plusieurs délégués syndicaux, s'il n'y a pas et que vous n'avez qu'un CSE, potentiellement, vous n'êtes pas soumis à cette obligation. Donc, désormais, les entreprises qui rempliraient ces deux conditions doivent donc intégrer dans leurs négociations relatives à l'intéressement et à la participation, et en ce compris lorsque vous êtes dans le cadre d'une négociation de renouvellement de vos dispositifs, de prévoir un volet qui porte à la fois sur la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et de définir les modalités de la valeur à partager auprès des salariés. Donc, une entreprise qui ne dégagerait pas un bénéfice net fiscal suffisant pour calculer une réserve spéciale de participation devra tout de même négocier sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel, parce que l'application et l'obligation visent les entreprises qui sont assujetties à la participation et non les entreprises qui sont tenues de constituer effectivement une réserve spéciale de participation du fait d'un bénéfice net fiscal suffisant. Seules les entreprises ayant mis en place un accord de participation comportant une formule de calcul de la réserve spéciale de participation plus favorable à la formule légale en seront exonérées. Et donc, la négociation pourra être menée au même niveau que celle qui a été faite pour les accords d'intéressement ou de participation, soit au niveau de l'entreprise ou de l'UES, ou encore au niveau groupe ou intragroupe. Donc, sur l'obligation de moyens, on privilégie donc une négociation. À défaut d'accord, il est plus certain que, bien évidemment, les délégués syndicaux reviendront probablement à la charge dans le cadre de vos négociations annuelles obligatoires. Donc, il vaudra mieux pour le chef d'entreprise de se saisir de cette opportunité pour désamorcer un potentiel conflit social. Alors, en revanche, la loi laisse, comme je vous l'ai indiqué, une très grande liberté dans l'application de cette nouvelle obligation, que ce soit tant au niveau de la définition de l'augmentation que dans les modalités d'application. Alors tout d'abord sur la définition de l'augmentation exceptionnelle. La loi impose une seule chose. Il s'agit de retenir le bénéfice net fiscal. Pourquoi? C'est par un souci de cohérence, puisque c'est le même talon de référence en matière de participation. En revanche, les partenaires sociaux sont complètement libres de définir les conditions pouvant qualifier le caractère exceptionnel.
Et donc, il y a un véritable jeu dans le cadre de la définition pour pouvoir effectivement définir à quel moment on rentre dans le caractère exceptionnel. Alors, pour justement s'adapter aux contraintes de l'entreprise, à son contexte, à ses résultats, aussi à son historique. Toutefois, le législateur a proposé une liste indicative qui n'est pas exhaustive, mais qui peut servir de cadre de référence en définissant effectivement la possibilité de l'augmentation exceptionnelle au regard soit de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité ou bien de la survenance d'une opération de rachat d'actions suivie d'une annulation, les bénéfices des années précédentes et effectivement par expérience, c'est un des critères qui est le plus souvent retenu ou encore des événements exceptionnels externes à l'entreprise avant la réalisation d'un bénéfice. Donc, naturellement, vous l'aurez compris, d'autres critères peuvent être négociés avec les partenaires sociaux en complément ou en remplacement. Ensuite, sur les modalités d'application du partage de la valeur. Donc, dès lors, la réalisation de ces résultats donnerait lieu effectivement au versement d'un supplément de participation ou d'intéressement, soit à une discussion sur le versement d'un autre dispositif de partage de la valeur. Je rappelle simplement par rapport aux sommes attribuées au titre du supplément d'intéressement et de participation qu'elles viennent obligatoirement en complément de ce qui est attribué au titre de l'accord d'intéressement et de participation. Donc, par conséquent, si la formule de calcul qui donnerait un résultat nul, aucun supplément ne peut être attribué. Comme on vous l'a expliqué également, l'entreprise doit être couverte donc par un accord d'intéressement ou de participation en application duquel les sommes ont été versées pour verser ce supplément. Alors, autre subtilité par rapport à ces négociations, on a 2 temps de négociation puisque à la fois l'entreprise dans le cadre justement de ces renouvellements ou de mise en place d'accords de participation et d'intéressement, va définir donc cette définition de caractère exceptionnel, mais elle n'est pas obligée d'aboutir tout de suite sur la modalité d'application qui serait choisie. C'est-à-dire qu'on négocie sur le déclenchement et il est tout à fait possible de négocier au terme de l'année quel dispositif sera choisi par l'entreprise. C'est effectivement une opportunité pour le chef d'entreprise d'adapter le dispositif au regard du contexte économique et de ne pas s'engager sur un des modes plutôt qu'un autre. Naturellement, les partenaires sociaux, et c'est là où on sent souvent qu'il y a ce nœud de négociation, voudront des engagements et voudront d'ores et déjà savoir quel dispositif sera retenu. Toutefois, je rappelle, et notamment par rapport au dispositif d'épargne salariale, surtout si on est sur du supplément d'intéressement et de participation, ça suit le même régime juridique et donc il a forcément un caractère aléatoire et on ne peut définir à l'avance le montant qui serait attribué. Et donc ça peut être un argument justement pour faire valoir qu'il sera plutôt nécessaire d'ouvrir une deuxième négociation en fin d'exercice ou une fois que les comptes de résultats seront déposés pour pouvoir adapter le meilleur dispositif par rapport au contexte économique et financier de la société. J'ai parlé un peu longtemps, je pense que je vais laisser la main à mes amis Laura et Théo sur la traduction du traitement social et fiscal de la loi partage de la valeur. Très bien, merci beaucoup Caroline. On va vous présenter maintenant, à travers des chiffres que nous avons préparés pour vous, un comparatif entre le versement d'une prime classique par l'employeur, et vous avez à l'écran en ce moment les détails de ce calcul que nous avons fait, et par la suite vous verrez comment on traite en paye l'intéressement, la participation, l'abonnement et la prime de partage de la valeur.
Pour le besoin de ce calcul, je précise juste que nous avons retenu une situation assez théorique où le salarié serait donc couvert par tout ce qui est obligatoire au niveau de l'URSSAF, retraite, ainsi de suite, mais on n'a pas retenu une couverture pour la mutuelle ou une prévoyance spécifique. Cela étant dit, on constate que pour le versement d'une prime brute de 1 000 euros, l'employeur et le salarié payent des cotisations sociales. En plus, le salarié paye de l'impôt sur le revenu, donc c'est un montant qui rentre dans la base du net imposable. Et si nous regardons bien, en réalité, pour 1 000 euros de versés, l'employeur paye en plus de 400 euros de charges patronales et le salarié, lui, il paye à la fois donc, les cotisations salariales et aussi de la CSG-CRDS. Donc, on a calculé pour vous un ratio donc, entre le coût pour l'employeur et le bénéfice pour le salarié. Vous voyez, donc on arrive sur un ratio de 56%. Maintenant, si on regarde l'intéressement et la participation, donc deux des dispositifs que Caroline vient de présenter, nous pouvons constater qu'effectivement, là, on parle des limites qui sont, donc on n'a pas les mêmes montants, on ne parle pas de 1 000 euros, mais il y a des limites annuelles à respecter, donc on vous les a indiquées ici. Et donc ça, c'est très important. Il faut savoir que le salarié, en principe, paye uniquement la CSG-CRDS, donc il n'y a pas d'autres charges pour le salarié à payer. L'employeur, quant à lui, ça dépend de l'effectif, mais sur le principe, il n'y a pas de contribution patronale pour l'intéressement pour les moins de 250 salariés et pour la participation pour les moins de 50 salariés. En revanche, dans les deux cas, on applique ce qu'on appelle le forfait social à 20% et ça, c'est l'employeur qui le paye. Concernant l'impôt sur le revenu pour le salarié, ça dépend si le montant est tout de suite versé ou pas, parce qu'il peut également être affecté sur un compte d'épargne. Si l'intéressement ou la participation sont versés tout de suite, l'impôt sur le revenu est dû l'année du versement. En revanche, s'il est affecté sur un compte d'épargne, il n'y a pas d'impôt sur le revenu pour le salarié. Le coût pour l'entreprise, donc il est faible, enfin il est moindre en tout cas par rapport à un versement de la rémunération classique. Et on constate que le ratio qu'on a calculé tout à l'heure pour la prime classique, qui était à 56%, ici varie entre 75 et 90% suivant la situation. Pour l'abondement, je te laisse la main. Merci Laurent. Et je vais vous parler un petit peu de l'abondement qui fait partie des dispositifs de partage de la valeur. Alors l'abondement, qu'est-ce que c'est? L'abondement, concrètement, c'est un versement effectué par l'employeur pour compléter les versements des salariés sur les plans d'épargne salariale. Les plans d'épargne salariale qui sont les plans d'épargne entreprise et les plans d'épargne pour la retraite collective. Et l'abondement, ça va être une contribution financière de l'employeur. Pour vous donner un exemple, l'employeur va verser 100 euros sur un plan d'épargne salariale. L'employeur pourra abonder jusque 3 fois la somme, c'est-à-dire il pourra ajouter 300 euros en plus des 100 euros du collaborateur. Évidemment, le législateur a prévu des limites par salarié, puisque sur le PE, cette limite est de 3 700 euros à peu près, et elle est doublée sur le plan d'épargne pour la retraite collective. De nouveautés, nous y reviendrons un peu plus tard, les dispositifs d'épargne salariale vont être assouplis dans le cadre des règlements. Donc, on y reviendra dans les slides qui seront dédiés à l'épargne salariale. Et puis, nous en avons parlé précédemment avec Caroline. Aujourd'hui, les dispositifs d'épargne salariale ouvrent des fonds qui sont orientés qui sont labellisés et orientés vers la transition énergétique, écologique, et l'investissement socialement responsable.
Alors, pour illustrer les propos de Nora sur l'exemple qu'elle avait pris avec un abondement de 100 € qui pouvait aller jusqu'à 3 fois le versement du salarié, on va reprendre ici l'exemple que Laura avait présenté avec la prime de 1 000 €, donc une prime classique qui est soumise à charge et à impôt. Si on schématise, en gros, on est à quasiment 50% de cotisation patronale, puisque selon les régimes de prévoyance, de mutuelle, de retraite supplémentaire que vous pouvez avoir en place, vous avez un taux qui n'est pas, et le seuil d'effectif, vous n'avez pas un taux qui est systématiquement identique, mais qui peut être de l'ordre, qui peut aller autour de 50%, donc c'est assez élevé pour l'employeur. Pour le salarié également, puisqu'il a ses charges sociales d'environ 22%, plus l'impôt sur le revenu. Donc, on voit que sur la prime salariale de 1 000 € classique, l'impact à la fois pour le salarié et l'employeur est élevé. Si on compare avec un abondement, donc l'abondement vient compléter le versement d'un salarié. Donc là, dans l'exemple, on a choisi de prendre en compte un versement d'un salarié de 500 € pour avoir un abondement à 200% qui correspond à 1 000 € pour comparer avec la prime de 1 000 € à côté. Et vous voyez que dans ce cas, l'abondement là sur un P2E, un plan d'épargne entreprise ou interentreprise, le coût pour le salarié est moindre puisqu'il supporte uniquement la CSG-CRDS donc à hauteur de 9,70%. Et le coût pour l'employeur est moindre aussi puisqu'il supporte le forfait social à hauteur de 20%. Donc les taux sont moindres comparés à une prime classique. Et de plus, l'abondement ne sera pas imposable pour le salarié. Donc le gain net, il est intéressant pour le salarié et le coût est intéressant pour l'employeur aussi. La condition, c'est que les sommes sont bloquées pendant 5 ans. Le montant maximal d'abondement, donc c'est 3 fois le versement du salarié, dans la limite de 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale. C'est ce qu'on voit sur la slide suivante. Donc c'est le 3 768 € pour l'année 2025. Si on schématise, vous avez une limite de 8% pour les versements sur un plan d'épargne entreprise, interentreprise, et 16% pour les plans d'épargne retraite collectif. Donc ça fait en gros 3 750 pour les P2E, P2I et 7 500 pour le PERCO, si vous voulez retenir des chiffres plus arrondis. Donc là, on voit de nouveau dans le cadre d'un P2E, P2I avec la limite de 8% du plafond annuel de sécurité sociale, l'abondement peut bénéficier du régime que j'ai présenté à la slide précédente, dans la limite de 3 768 €, ce qui représente un niveau de CSG-CRDS de 365 € pour le salarié et un forfait social à hauteur de 353 € pour l'employeur. Et bien sûr, étant exonéré de cotisation, avec toujours la notion de montant bloqué pendant 5 ans. Vous voyez par ailleurs, dans le bas de la slide, on a fait un comparatif avec la notion de RCB que Laura avait exprimé tout à l'heure. Sur une prime classique, on est autour de 56%, voire même 50%. Là, dans le cadre d'un abondement, on est à 75%. Donc, c'est plus avantageux à la fois pour le salarié et pour l'employeur. En termes de versement sur un plan d'épargne retraite collectif, là, même comparatif, les conditions sont exactement identiques. Le montant versé va être exonéré de cotisation, mais soumis à CSG-CRDS à hauteur de 9,70%. Il va être soumis au forfait social de 20%, exonéré d'impôt sur le revenu. Là, en revanche, la disponibilité, les sommes sont bloquées, sont disponibles à partir du moment où on est à la retraite, donc après le départ ou mise à la retraite du salarié. Et la limite est de 16% du plafond annuel de sécurité sociale. Donc, en gros, c'est 8% pour le P2E et le double, 16% pour le plan d'épargne retraite collectif. Je pense que c'est toi, Laura, qui reprend pour la PPV. Oui, tout à fait. Prime de partage de la valeur, Caroline a précisé tout à l'heure, c'est un des dispositifs qui peut être mis en place par les employeurs.
qui est un peu différent des autres puisqu'il ne s'agit pas de l'épargne, c'est du cash immédiat. On rappelle ici que la prime de partage de la valeur, c'est quelque chose c'est une mesure qui est pérenne. Les entreprises ont la possibilité de la mettre en place chaque année et elle peut être versée d'ailleurs 2 fois par année civile. Et il faut préciser aussi que le montant de cette prime est à la discrétion de l'employeur. Elle est beaucoup plus souple en ce qui concerne les modalités d'attribution par rapport aux autres dispositifs comme l'intéressement ou la participation et l'abonnement. C'est vraiment un outil qui est très avantageux pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il faut noter que depuis le 1er juillet 2024, si l'entreprise dispose d'un plan d'épargne salariale, les sommes versées peuvent être affectées par les salariés sur le plan d'épargne salariale. La prime de partage de la valeur peut être donc placée. Il faut savoir que donc la prime de partage de la valeur nécessite un formalisme spécifique. L'employeur peut la verser effectivement, mais il faut qu'il tienne compte de certaines dispositions que la loi prévoit. Comme on l'a précisé tout à l'heure, donc versement possible sur la même année 2 fois la prime. Et en termes de montant, on a deux valeurs maximum, 3 000 et 6 000 euros par an et par salarié, suivant la présence ou pas d'un contrat d'intéressement, d'un accord d'intéressement. Et il faut préciser que chaque versement de la prime va faire objet d'un formalisme et d'une mise en place, d'un acte fondateur de mise en place. Pour ce qui est de l'affectation de la prime de partage de la valeur sur un plan d'épargne, il faut préciser que le salarié peut placer tout, le montant entier, ou alors une partie sur ce plan-là. Et on parle de tout ce qui est PE, PEI, PERCO, suivant ce que l'entreprise, l'employeur a mis en place. Il est important peut-être de préciser également que les employeurs sont autorisés à abonder les PPV qui sont placés, les montants qui sont placés, dans les limites classiques, je dirais, d'abonnement prévues par le Code du travail. On précise également, et c'est important, que l'impôt, en termes d'impôt sur le revenu pour le salarié, cette fois-ci, pour les sommes bloquées, donc il y a une exonération avec les mêmes limites, 3 000 et 6 000 suivant par an et par bénéficiaire, suivant les conditions que j'ai déjà rappelées tout à l'heure. Les obligations donc prévues par la loi concernant l'acte fondateur de mise en place de la prime de partage de la valeur sont notées sur à l'écran en ce moment. Il faut savoir que l'employeur a 2 possibilités. Soit il met en place cette prime de partage de la valeur via une décision unilatérale de l'employeur, après consultation du CSE, bien sûr, s'il y en a. Sinon, il peut aussi passer par un accord d'entreprise ou de groupe qui, lui, va être en revanche déposé. Donc, c'est un peu plus contraignant en termes de formalisme. Dans tout acte fondateur, que ce soit la décision unilatérale ou alors dans l'accord, il y a des mentions obligatoires et des mentions recommandées. Parmi les mentions obligatoires, bien sûr, le montant de la prime que l'employeur décide d'accorder à ses salariés, la date d'appréciation de l'éligibilité des salariés pour le versement de cette prime, le plafond éventuel et des critères de modulation. Il est aussi recommandé de préciser dans cet acte la durée de l'engagement, donc ce qu'on prévoit pour cette année, pour ce semestre, il faut préciser tout ça. Et après, on a aussi la possibilité de préciser tout de suite quelles sont les modalités, les modalités pour les salariés bénéficiaires d'affecter la prime de partage de la valeur sur un plan d'épargne salariale et un plan d'épargne retraite.
Nous présentons ici les critères prévus par la loi pour que l'employeur ait la possibilité de moduler les montants versés aux salariés. Donc, les critères sont assez clairement identifiés. Donc, la rémunération, la classification, la durée du travail qui est prévue contractuellement, la durée de présence effective des salariés. Et ça, on rappelle que certaines absences peuvent être assimilées et sont assimilées à du temps de travail. Et enfin, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Nous rappelons également ici que effectivement le versement de la prime de partage de la valeur est possible, mais qu'en aucun cas il ne vient pas remplacer un élément de rémunération du salarié, qu'il soit contractuel ou prévu par la convention collective, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de non-substitution. Je peux donner une illustration à ce titre. Effectivement, si vous êtes dans le cas où vous appliquez un 13e mois ou une prime à titre volontaire, c'est-à-dire que la convention collective ne vous y contraint pas, et que vous vous dites, pas très bien, je vais la remplacer dorénavant par une PPV, attention, parce qu'effectivement, on pourrait considérer que ça substitue cet élément et donc avec un sujet à redressement. Donc, méfiance par rapport au remplacement des éléments que vous avez dans votre politique de rémunération habituelle et de changement d'attitude. En plus, l'administration le relèvera très rapidement. Merci, Caroline. Très important, il faut peut-être préciser quel bénéficiaire pour cette prime de partage de la valeur. Dans les textes, il est prévu que tout salarié qui est lié par un contrat de travail avec l'employeur à la date du versement de la prime doit en bénéficier. Il est tout à fait possible d'en exclure en utilisant les critères de modulation certains salariés, par exemple ceux dont la rémunération peut dépasser un certain seuil. Il est très important de vous rappeler aussi et de préciser que les salariés intérimaires sont également éligibles à cette prime. Donc pour ceux qui en font appel, il est important de ne pas les oublier lorsqu'ils rédigent l'acte fondateur de la prime de partage de la valeur. Une précision concernant les mandataires sociaux, qu'ils sont par définition exclus du versement de cette prime. Attention toutefois, on a des situations où un mandataire social peut cumuler le mandat avec un contrat de travail. Donc, dans ce cas, il faudra faire attention parce qu'au titre du contrat de travail, le mandataire, le salarié, il a la qualité de salarié. Donc, pour cette partie-là, il pourra bénéficier du versement de la prime. Alors, nous allons revoir un exemple chiffré à nouveau, comme nous l'avons fait pour l'abondement, participation, intéressement. Donc là, la présentation elle est un peu plus dense parce que il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. Alors, il y a un régime de faveur qui existe, qui a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2026, donc, ce qui signifie que les primes de partage de la valeur versées en 2025-2026 bénéficieront de ce régime de faveur, décrit ci-dessous. Ensuite, à partir de 2027, en tout cas à aujourd'hui, le régime de faveur s'arrêtera. Donc, il est important de considérer deux facteurs. De combien de salariés dispose l'entreprise, si elle a franchi ou non le seuil de 50 salariés, et quel est le niveau de rémunération de chaque salarié individuellement. Le régime de faveur est très avantageux. Par exemple, si on prend le premier cas d'une entreprise de moins de 50 salariés, et qu'on verse une prime à un salarié ayant une rémunération annuelle inférieure à 3 SMIC. Alors là, en 2025, 3 SMIC, ça fait à peu près un tout petit peu moins que 65 000 €, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, pour un salarié, une entreprise de moins de 50 salariés, un salarié avec une rémunération inférieure à 3 SMIC, en gros 65 000 €,
La prime de partage de la valeur jusqu'à 3 000 €, voire 6 000 dans certains cas, on va l'expliquer un petit peu plus loin. Le montant est exonéré de cotisations et d'impôts. Donc, c'est un montant net en fait qui est versé aux salariés. Donc, dans ces cas-là, c'est très avantageux parce qu'il n'y a pas de, il n'y a aucune charge ni pour le salarié ni pour l'employeur. Et à contrario, si on se positionne sur le maximum, enfin, le côté opposé de l'échelle, là on était sur le côté plus favorable. Le côté opposé, c'est une entreprise de plus de 250 salariés avec un versement d'une PPV à un salarié ayant une rémunération supérieure à 3 SMIC annuels. Là, on va être dans le cas de figure donc d'un montant qui va être soumis à CSG à hauteur de 9,70% pour le salarié, un montant qui va être soumis à forfait social pour l'employeur et qui va être imposable pour le salarié, sauf dans le cas où il épargne sa prime sur un plan d'épargne, comme nous avons pu le décrire tout à l'heure. Donc, et jusqu'à juin 2024, il n'y avait pas cette possibilité de pouvoir épargner la PPV sur un plan d'épargne entreprise ou retraite. Donc ça, c'est assez récent et c'est en cela que la PPV, finalement, comme Caroline le décrivait tout à l'heure de Pompa Cash, il y a eu cet ajout de pouvoir épargner la PPV et de pouvoir donner aussi la possibilité à l'employeur de l'abonder, donc qui vient un peu finalement s'inscrire dans le registre de partage de la valeur, comme les autres dispositifs qui ont pu être abordés. Donc ce tableau il est un peu lourd à digérer, mais en fait selon le cas de figure dans lequel vous vous trouvez et peut-être selon le niveau de rémunération moyen des salariés dans l'entreprise, il faut voir si la PPV peut être intéressante, exonérée de cotisation ou chargée au niveau CSG CRDS ou forfait social selon le cas de figure dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, voilà, alors là, on faisait le comparatif avec de nouveau, c'est la slide que Laura avait présentée tout à l'heure en introduction des exemples chiffrés. Si on reprend notre exemple de prime classique de 1 000 € soumise à cotisation, à charge sociale patronale et à la fois imposable sur le revenu du salarié, on voit que quel que soit le cas qu'on a pu voir précédemment, plus ou moins de 50 salariés et rémunération inférieure ou supérieure à 3 SMIC, les montants restent plus avantageux, un montant égal de 1 000 €. Le régime social est plus avantageux et fiscal pour le salarié et l'employeur, puisque le niveau de charge est moins élevé que pour une prime classique. Et là, les deux dernières slides vont présenter le tableau en fait qu'on a vu juste avant. Il est présenté sous une forme un peu plus pour vous illustrer les montants dans le cadre d'une entreprise avec sans accord d'intéressement, puisque c'est ça le critère des 3 000 €. En fait, la limite d'exonération, elle est à 3 000 € pour une entreprise qui n'a pas d'accord d'intéressement. Elle est de l'ordre de 6 000 par individu par année pour une entreprise qui dispose d'un accord d'intéressement. Donc là, vous voyez, sans accord d'intéressement, selon les seuils d'effectifs, moins de 50, moins de 250, plus de 250, la PPV va être exonérée de cotisation sociale dans la limite de 3 000 €. Elle va être soumise à CSG, CRDS dans certains cas, sauf dans le cas d'une rémunération de moins de 3 SMIC pour une entreprise de moins de 50 salariés. Elle va être soumise à l'impôt sur le revenu à partir du moment où, à l'instar de la CSG CRDS, on est dans une entreprise de plus de 50 salariés ou dans une entreprise de moins de 50, mais avec une rémunération supérieure à 3 SMIC. Donc le gain net pour le salarié, si vous voulez visualiser dans le bas de la slide affichée à l'écran,
le coût, finalement, le ratio coût-bénéfice aussi de manière générale. Il est très intéressant puisqu'il est de 100%, comme on l'a dit tout à l'heure, pour une entreprise de moins de 50 salariés, pour un salarié avec une rémunération annuelle inférieure à 3 SMIC. La rémunération annuelle prise en compte, c'est les 12 derniers mois précédant le versement de la PPV. Je ne sais pas si c'est une question qui a été posée, mais voilà, c'est bien les 12 mois à prendre en compte. Et jusqu'à le ratio est quand même de 75% dans le cas d'une entreprise de plus de 250 salariés, avec une rémunération du salarié supérieure à 3 SMIC annuels. Donc, reste quand même plus avantageux comparé à un ratio de 50-56% dans le cadre des primes classiques. Et donc, la dernière slide présente c'est le même format que la précédente, mais dans le cadre d'une entreprise qui aurait un accord d'intéressement en vigueur. Donc, les limites d'exonération sociale peuvent aller jusqu'à 6 000 euros. Donc, si on reprend notre exemple d'une entreprise de moins de 50 salariés, avec un salarié ayant une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels, donc on est dans le cadre en fait d'un montant qui peut être exonéré de charges sociales et d'impôts jusqu'à 6 000 euros. Donc voilà, ça peut être très intéressant si vous êtes dans ce cas de figure. Voilà. Donc, et ensuite, c'est tout pour les exemples sur la loi partage de la valeur, et on va passer la parole à Nora pour rentrer un peu dans le détail des dispositifs d'épargne salariale. Merci beaucoup Théo. On arrive sur l'épargne salariale en un coup d'œil. Alors, pour résumer ce qui vient d'être dit, aujourd'hui, par rapport à la loi sur le partage de la valeur, il existe 4 dispositifs qui répondent à l'obligation de partage de la valeur. Tous ces dispositifs ont des points communs, c'est des exonérations sociales sous certaines conditions. On l'a vu à l'instant avec les tableaux qui ont été présentés par Laura et Théo. En revanche, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que ces dispositifs, quand ils sont placés sur les plans d'épargne salariale, ils sont exonérés d'impôts pour le salarié qui est aussi l'épargnant de ces plans. Les plans, il y en a 2. Il y a le plan d'épargne entreprise, qui est un plan court terme, bloqué pendant 5 ans, et le plan d'épargne pour la retraite collective, qui est un plan plus ou moins long terme, qui est bloqué jusqu'à la retraite. Ça dépend de l'âge que vous avez lorsque vous souscrivez à ce plan. En plus des dispositifs de partage de la valeur, vous pouvez également, l'employeur pourra également ouvrir les jours de congé et des versements volontaires. On ajoute à cela l'abondement. Concrètement, je vais vous donner un exemple. Un salarié touche sa prime d'intéressement, soit il décide de la percevoir directement, auquel cas il sera imposé dessus, soit il décide de la verser sur un plan d'épargne salariale et il échappera à l'impôt sur le revenu. Cerise sur le gâteau, l'employeur pourra abonder cette somme, puisque toutes les sommes à l'initiative du salarié que vous voyez sur le tableau de gauche peuvent être abondées par l'employeur. On a souvent entendu que les plans d'épargne salariale, c'était des plans un peu lourds, que c'était réservé aux grands groupes parce que le formalisme était plutôt contraignant. C'est à moitié vrai, il existe quelques particularités. Tout d'abord, moi, je veux parler des bénéficiaires des dispositifs d'épargne salariale. L'épargne salariale, c'est ouvert à tous les salariés. On peut mettre une condition d'ancienneté, elle ne peut excéder 3 mois. La philosophie de l'épargne salariale, c'est d'abord d'échanger avec les salariés. Donc, la mise en place d'un dispositif, ça sera toujours par accord conclu entre le chef d'entreprise et le CSE ou les organisations syndicales. S'il n'y en a pas, s'il y a eu des échecs des négociations, alors on pourra éventuellement penser à une mise en place par décision unilatérale. Je vais vous parler du formalisme qui est un peu lourd et contraignant. C'est ce qu'on entend souvent sur les dispositifs d'épargne salariale. C'est parce que l'épargne salariale, il faut respecter un formalisme qui est la rédaction d'un règlement. Ce règlement doit, entre autres, indiquer l'ancienneté des bénéficiaires, le fonctionnement du plan, quel type de versement, les modalités d'alimentation, etc. et doivent être déposés auprès du site du ministère du Travail. Aujourd'hui, nous, en tant que courtier, on accompagne les entreprises en les soulageant de ce formalisme, puisqu'on propose à chaque fois des plans interentreprises, on en a parlé tout à l'heure, des PEI et des PERCOLI. C'est la même chose qu'un PE-PERCOL, sauf que pour vous, employeurs, il n'y aura pas de formalisme et de dépôt de règlement auprès du ministère du Travail.
Ça permet d'avoir des plans qui sont déjà validés par les autorités compétentes. Et autour de cette table, il y a des avocats. C'est une sécurité juridique puisque les plans sont mis à jour par les prestataires. Et donc, en cas d'évolution réglementaire, il n'y a rien à faire du côté employeur dans le cadre de la rédaction des plans. Aujourd'hui, la force des dispositifs interentreprises, c'est que dans le cadre de la loi partage de la valeur, pour se mettre en adéquation avec cette obligation, adhérer à un dispositif interentreprise, c'est rapide, c'est simple, c'est souple, ça s'adapte aux évolutions et c'est un dispositif qui est complet, qui est prêt à l'emploi. L'épargne salariale, je vous en parlais, le plan d'épargne entreprise, c'est un dispositif court terme, il est bloqué 5 ans, il est disponible au bout de 5 ans. Et les plans d'épargne retraite collective, c'est un dispositif long terme qui est bloqué jusqu'à la retraite. En revanche, dans certains cas de la vie, il est possible d'avoir des cas de déblocage anticipés. Alors, je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert de tous les cas de déblocage, vous l'avez, vous aurez le support. En revanche, ce qu'il faut retenir de ce slide, c'est que sur le plan d'épargne entreprise, qui est ce dispositif court terme, il y a de nombreux cas de déblocage. Ça va de l'acquisition de la résidence principale à, depuis quelques mois, l'achat d'un véhicule utilisant l'électricité. Pour le PERCOS, ça sera un peu plus dur puisque c'est avant tout destiné à capitaliser pour de l'épargne retraite. Donc, hormis l'achat de la résidence principale, les cas de déblocage seront des cas que j'appelle les cas tristes, décès, surendettement, invalidité. Voilà, je continue puisque vous avez la liste sous les yeux. En cas de déblocage anticipé, ce qu'il faut retenir, c'est que la sortie en capital sera exonérée d'impôt sur le revenu, tant sur le PE que sur le PERCOL. Donc ça, c'est un autre avantage pour le salarié. Nous en parlions au début de la réunion. L'épargne salariale, ça va être les deux véhicules, le PE, le PERCOL. On va flécher les différents types de versements. Ces versements pourront être mis sur différents fonds qui sont plus ou moins risqués. Ça va être le monétaire, l'obligation et les actions. Depuis la loi sur le partage de la valeur, les différents distributeurs d'épargne salariale ont des obligations de proposer des fonds qui sont labellisés au titre du financement de la transition énergétique, écologique ou de l'investissement socialement responsable. Ça s'adapte plutôt des desiderata des salariés qui sont sensibles aujourd'hui à l'investissement et qui veulent donner du sens à l'investissement. De plus, il y a un deuxième garde-fou, c'est au moment d'investir sur les dispositifs d'épargne salariale, il y a toujours une fiche d'identité des différents fonds qui sont transmis à l'épargnant, qui va donner le niveau de risque, les performances passées, bien qu'elles ne préjugent pas des performances futures, et puis les différents scénarios de performance. C'est une obligation, ça permet de protéger l'investisseur et puis de savoir exactement dans quoi il place sur son argent. Sur le plan d'épargne pour la retraite collective, vous allez me dire, ah oui, mais faire de l'arbitrage, placer son argent sur différents fonds, ça peut être chronophage, ça peut me prendre du temps. Eh bien, le législateur a prévu un principe de la gestion pilotée. Tout simplement, il existe 3 grilles de gestion où, en fonction de l'âge de départ à la retraite, l'argent sera arbitré de manière automatique vers des actifs plus sécurisants. Donc, en fonction de l'appétence au risque, on aura 3 grilles de gestion, une gestion prudente, une gestion équilibrée et une gestion dynamique. Au niveau de l'expertise qui est proposée aujourd'hui par MIA Assurance, c'est que nous travaillons avec toutes les sociétés de gestion, tous les distributeurs d'épargne salariale. Nous les connaissons tous, nous savons exactement comment ils fonctionnent et nous pouvons nous adapter au profil de chaque entreprise et aux demandes des salariés. Ça peut être un accompagnement plus digital, plus sur des fonds type labellisés ou autre. Derrière chaque distributeur, il y a la tenue de compte. Ce sont les entreprises qui vont gérer les comptes des salariés. Donc, on en connaît, j'imagine que vous connaissez certains qui apparaissent à l'écran. Les 2 plus connus sont Amundi et Natixis. Donc,
Dans chaque dispositif d'épargne salariale qui seront choisis en PE Percol, derrière, il y aura ces 5 grands teneurs de compte qui s'occuperont de la tenue de compte des salariés. MIA accompagnera pendant toute la durée des plans d'épargne et les entreprises et les épargnants. Déjà, au niveau des entreprises, ça va être lors de la mise en place, l'accompagnement de l'employeur, les réunions d'information, souvent avec les CSE qui peuvent poser de nombreuses questions qui sont relatives à la technicité des dispositifs d'épargne salariale et à la vie des dispositifs d'épargne salariale. On accompagnera également l'employeur pour paramétrer tous les comptes et le dispositif, les PE Percol. Il aura accès aussi à une boîte mail, une ligne directe. Ça sera pour simplifier, faciliter la mise en place et la durée de vie du plan. Pour l'épargnant, il y a des portails qui seront dédiés. Le portail dédié, je vais vous donner quelques exemples. Souvent, l'épargnant a besoin de savoir où il peut investir, sur quel fonds, on en parlait tout à l'heure. Ça sera de mettre en place et mettre à disposition de l'épargnant des scorings où, en fonction de questions, on va déterminer son appétence au risque et ses investissements et lui faire une proposition de grille financière. Il y aura un espace épargnant également qui est interactif. Je vous pourrai proposer après des captures écran pour faire des versements, des rachats, pour poser des questions, pour récupérer également l'investissement. Donc, je viens d'en parler. Je vous ai mis des captures de différents, du teneur de compte, ici c'est Amundi, pour montrer comment ça fonctionne. Là, on a pris des captures écran de l'espace mobile où l'épargnant peut peut naviguer naturellement sur son interface en investissant, récupérant ses fonds et quand il a besoin, faire des rachats anticipés. Pareil, ici, vous avez l'espace application mobile. Pour le portail correspondant, il pourra tout au long de la vie du contrat consulter les statistiques des dispositifs, voir si les salariés ont versé la prime de participation d'intéressement sur les plans d'épargne salariale. Il pourra agir, mettre à jour les données clients en un clic et puis modifier les correspondants des différents plans d'épargne salariale. Nous en parlions tout à l'heure, on parlait parmi les dispositifs de partage de la valeur, de la participation et de l'intéressement. La participation et l'intéressement, ce sont des primes qui sont versées par l'employeur si des objectifs financiers ou extra-financiers sont atteints. Bien souvent, ce qui est remonté par l'employeur, c'est la lourdeur administrative au moment de verser la prime, parce qu'il faut interroger chaque salarié, puisqu'il y a une obligation, savoir si le salarié veut percevoir directement la prime ou la verser sur un plan d'épargne. Il y a une période d'interrogation de 15 jours. Enfin, ça peut être, dans une petite structure, quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et bien souvent, l'employeur va nous dire « nous, on ne veut pas s'en occuper ». Nous accompagnons les entreprises dans ce qu'on appelle la délégation sur le versement des primes de participation et d'intéressement. Concrètement, en cas de versement de primes de participation ou d'intéressement, l'employeur aura juste besoin de nous transmettre le montant de la prime et nous nous occuperons du reste, c'est-à-dire faire le rétro-planning, interroger les salariés, savoir s'ils perçoivent directement ou s'ils versent vers les dispositifs d'épargne salariale, et puis affecter les sommes. Et nous nous occuperons également à la fin de faire un reporting à l'entreprise et de lui transmettre. C'est un gain de temps non négligeable. Bien souvent, la question qui est posée, c'est combien ça coûte tout ça? Je vous partage actuellement les pratiques de marché sur les frais. Sur l'épargne salariale, les frais sont très bas, puisqu'il s'agit comme d'un compte bancaire, d'un compte du salarié, puisque ça coûte en moyenne 15 € par salarié. C'est ce qu'on va appeler le forfait par salarié. Il y aura un forfait annuel pour toute l'entreprise qui peut aller au maximum de 300 €. Je vous ai mis une moyenne très haute. Et nous en parlions tout à l'heure pour la délégation de la campagne de l'intéressement. Il s'agit généralement d'un forfait de 300 € et maximum 2 € par salarié. Donc, on est sur des frais plutôt bas pour déléguer toute une campagne auprès de MIA. S'il y a des demandes plus spécifiques, on pourra faire des frais de mise en place qui seront facturés une fois, mais là-dessus, je vous laisse le soin de venir nous interroger. Nous ferons une négociation plus juste également. J'en ai terminé pour l'épargne salariale
Et nous allons passer maintenant aux questions. Alors, merci. Alors, nous avons essayé de répondre au fil de l'eau aux différentes questions. Alors, je pense que j'ai purgé toutes les questions, sauf la dernière. Donc, je vais la poser. Celle de Marjorie. Que se passe-t-il si le salarié ne répond pas sur son choix de versement de la participation dans les délais? Y a-t-il un traitement par défaut? Eh bien, tout à fait, Marjorie. Il y a un traitement par défaut. Si c'est l'intéressement, par défaut, l'argent sera investi dans le plan d'épargne entreprise. Si c'est de la participation, petite particularité, pour 50%, on aime bien un peu parfois compliquer les choses. Pour 50%, ça sera sur le PERCO s'il y en a un, sinon sur le PE. Il me semble que le délai, c'est 15 jours. C'est 15 jours, exactement. Merci, Caroline. Merci. Alors, il y a une autre question, manifestement. Alors, est-ce que j'en ai raté une? Si une question n'a pas été purgée, est-ce que vous pouvez la reposer pour la réactualiser? J'ai essayé un petit peu de descendre au fil de l'eau. J'espère que je n'ai oublié personne. Oui. Peut-être un petit retour d'expérience si ça vous permet de réfléchir un peu à d'éventuelles questions. Donc, on a quand même une bonne nouvelle depuis hier, puisque notre gouvernement n'a pas été censuré. Donc, la phase d'incertitude, on va gagner peut-être un peu plus en stabilité. Il est vrai que depuis le début de l'année, malgré l'effectivité de l'obligation pour les 1149, la plupart de nos clients sont plutôt attentistes par rapport à la situation. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il ne faut pas trop attendre. Maintenant qu'on sort un petit peu d'une phase, on sort du tunnel, j'espère pour quelques mois, il ne faut pas trop attendre parce qu'il y aura vraiment un choix à faire. Alors, autant sur la PPV, surtout si vous voulez faire 2 versements sur l'année civile, il va falloir très rapidement que vous puissiez vous positionner. Par ailleurs, ceux qui opteraient pour un dispositif tel que l'intéressement, qui est, enfin nous on le voit, hein, c'est un des dispositifs les plus plébiscités par les PME parce qu'il est très souple en réalité et qui répond à beaucoup d'objectifs et reste attaché à la performance de l'entreprise. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que le chef d'entreprise est plus porté sur ce type d'outils. Si jamais votre année fiscale est en année civile, il ne faudra pas attendre trop longtemps puisque vous pourrez déposer vos accords d'intéressement avant le 30 juin. Si vous les déposez après, c'est foutu, on n'a plus les exonérations. Donc, le temps que vous soyez en égo ou de réfléchir, de faire vos simulations et toute une ingénierie parce que effectivement, c'est un formidable outil puisqu'on on peut être sur des résultats ou de la performance avec des critères financiers, extra-financiers, RSE et également effectivement tout ce qui est performance et durabilité. Ne perdez pas trop de temps. Donc, oui. Donc voilà. Nous avons quelques questions, Caroline. Ah ben j'y vais, super. Alors, on y va. La première question, parce que là, il y en a beaucoup. Pour la PPV, si les critères excluent une part des collaborateurs, par exemple, si critères de salaire, cela peut-il poser un problème légalement? Non, pas du tout. Il n'y a pas. Alors, je parle sous le contrôle, Laura et Théo compléteront. Ils ne peuvent pas invoquer l'inégalité de traitement, l'inégalité de salaire. Effectivement, à partir du moment où on définit, et c'est ça l'avantage aussi du système de la PPV, c'est de pouvoir catégoriser les populations. Et comme je partageais ce retour d'expérience par rapport à nos clients, on a fréquemment une des options les plus utilisées par des petites entreprises, c'est de valoriser les plus bas salaires. Et donc, pour des salaires en dessous de 1 ou 2, voire 3 passes, sont concernés par le versement d'une PPV et tous ceux qui sont au-dessus n'en bénéficieront pas. Quand on est en exercice décalé, 30 juin,
à quelle date s'applique l'obligation, j'imagine l'obligation de mise en place d'un des dispositifs de partage de la valeur? J'ai des éléments de réponse sur la participation et l'intéressement. Si c'est participation dérogatoire, vous le faites quand vous voulez, entre guillemets, mais faites-le entre le 30 juin 2025 et le 30 juin C'est 2026. 6 mois avant la clôture de l'exercice. En fait. Et ensuite, c'est exactement sur l'intéressement. On va arriver là, par contre, sur un dépôt dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice. Donc là, on sera à fin décembre, au 31 décembre 2025, pour déposer son accord d'intéressement. Pour la mise en place d'une PPV, on en parlait tout à l'heure, quand on veut finalement. Alors oui, c'est à horizon 2025 pour ceux qui sont sur un exercice fiscal sur une année civile, mais le critère, c'est l'atteinte alors là, je raisonne pour les 11,49, d'un % du chiffre d'affaires sur 3 années consécutives. Lorsqu'on parle d'exercice précédent, sur les 3 derniers exercices, on va raisonner en exercice fiscal. Donc, là, en général, on est sur 22, 23, 24, mais si vous êtes à mi-année, eh bien, ça sera sur la date de clôture et sur les 3 exercices précédents. Est-ce que la PPV, alors je pense que la réponse a été donnée, doit-elle être du même montant pour tous les collaborateurs? Justement, non, non, la réponse est non. On a des critères de modulation et c'est ça que l'employeur peut prendre en compte pour déterminer les montants à verser. On arrive sur les échanges avec le CSE concernant la PPV et pour la fixation des critères d'attribution de la PPV, donc dans les entreprises de plus de 11 salariés, les CSE ont-ils un avis consultatif uniquement ou doivent-ils être d'accord? La PPV, je parle sous le contrôle de Caroline, peut être mise en place par des UE. On peut en parler à son CSE, mais il n'y a pas un vote, on n'a pas un PV à déposer avec le CSE. Non, on ne fait pas une info-consulte sur le montant de la PPV. Il y en a déjà assez comme ça. Alors, on a toujours les questions sur les exercices décalés pour une clôture annuelle au 31 mars 2025. Combien de temps avons-nous? Évidemment, encore une fois, là, ça dépend du dispositif que vous souhaitez mettre en place, puisqu'il y a quelques particularités en fonction des dispositifs. Alors, il faut distinguer la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la loi. Donc, on est sur la mise en place à horizon 2025 et après, en fonction de votre date de clôture, donc on sera probablement sur du mars, on raisonnera de mars à mars. Donc, ce qui vous décalerait, vous, donc effectivement, 2-3 mois. Sans CSE, les critères d'éligibilité dans la DIE sont à la discrétion de l'employeur tout en prenant garde à ce que la PPV ne soit pas dérisoire. Oui, et les critères sont bien définis. Donc, dès lors que les critères indiqués par la loi sont respectés, effectivement, c'est l'employeur qui décide de la modulation qu'il souhaite faire. Oui. Alors là, sur le caractère, effectivement, sur le plancher, on nous pose souvent la question. Oui, il faut faire attention parce que verser 50 € pourrait sembler tout à fait dérisoire. Non seulement, alors donc le juge pourra apprécier du caractère dérisoire ou pas en fonction de la politique salariale en vigueur ou si vous avez versé précédemment, parce que tout ça n'est pas très nouveau, hein. On adore les acronymes. Je vous rappelle déjà que sous la présidence Sarkozy, ça remonte après les subprimes, il y avait déjà une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Enfin, on est sur des mécanismes, hein, de la prime, on en a souvent versé. Donc, on a là la PPV. Avant, vous versiez de la PEPA. Très probablement, vous avez dû en verser. Si à un moment, les salariés sont en mesure de démontrer que vous étiez sur des montants autour de 800 € et que pour 2025, on est sur 150 €, ça pourrait être effectivement par rapport à l'historique, aux antécédents, jugé totalement dérisoire, ou bien par rapport au secteur aussi, au contexte, la situation économique et financière de la société. Là, le juge aura donc un pouvoir d'appréciation assez large, mais également l'administration sociale. Donc, alors il est vrai que les enjeux, surtout si votre PPV est très faible, les enjeux en cas de redressement social est faible, mais si vous êtes
sur plus de 500 personnes, ça peut commencer à chiffrer. Voilà. Donc attention, il faut rester loyal, autant ne pas le faire et raisonner sur d'autres mécanismes. Voilà. D'autres questions sont arrivées. Ah là là. Oui, là alors, je remonte, désolée. Alors, une autre question est arrivée, du coup, ça redescend. On est sur les entreprises de plus de 50 salariés. L'entreprise est obligée de mettre en place un accord d'intéressement et de participation ou l'un des deux accords. Merci d'avance. Alors, l'entreprise de plus de 50 salariés, si ça fait 5 années consécutives qu'elle atteint ces seuils de 50, il suffit d'ailleurs qu'une année on redescende pour recommencer le décompte. L'entreprise, si elle n'a pas de DS, la seule question, c'est la participation obligatoire. Elle est éligible ou pas? C'est est-ce qu'elle fait bien partie des entreprises de plus de 50? Et c'est l'obligation donc de mettre en place un accord de participation l'année suivante des 5 années consécutives d'atteindre des 50. Donc, ça sera effectivement à mettre en place. Or, et je vais faire le pont auprès de Nora, c'est vrai que ce qui est intéressant par rapport à de la participation, surtout s'il y a effectivement une redistribution du bénéfice, eh bien, le régime de faveur aura beaucoup plus de poids si ces sommes sont affectées à un plan d'épargne. Exactement. On revient sur les dates limites légales de mise en place pour la PPV. On est toujours sur ces questions avec les exercices décalés au 31 mars cette fois-ci. Nous avons donné la réponse. Oui, bah alors donc ça sera pour ceux qui sont au 31 mars, sachant que si je ne l'écris pas, j'espère pas dire de bêtises. On est sur à horizon 2025. Donc, votre exercice se clôture au 31 mars 2025. Là, déjà là. 2025 là. Voilà, ensuite, donc oui. c'est l'exercice concerné. Et donc, vous aurez jusqu'au 30 mars 2026 pour appliquer un dispositif si antérieurement vous avez effectivement atteint une augmentation d'1% de votre BNF sur les 3 exercices précédents. Alors, on a une question sur la notion d'effectif dont on parlait en début de réunion, et cette fois-ci pour les entreprises étrangères. Bonjour, les employeurs d'au moins 11 salariés doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Dans le cas d'une entreprise étrangère, il prend en compte l'ensemble des établissements situés en France et à l'étranger pour les 11 salariés. Point d'interrogation. Une très bonne question. Oui, on va prendre en compte les personnes qui sont rattachées juridiquement à l'entité française. Donc, souvent, on va avoir la question des salariés en télétravail à l'étranger, c'est un sujet très à la mode, mais qui sont rattachés juridiquement à l'entité française. Donc, il faudra apprécier un peu au cas par cas parce que ça va dépendre de ce que vous avez mis en place, tant dans le cadre de détachement, mais généralement qui n'est pas formalisé et ça nous ouvre sur notre situation qui peut être un peu plus problématique. Ou bien du télétravail à l'étranger. Là aussi, par rapport à l'exécution du travail à l'étranger, ça pose quand même pas mal de sujets. Donc, je pense que le problème n'est pas que le partage de la valeur, mais de comment on va décompter et si c'est bien sécurisé juridiquement par rapport à des salariés qui se baladeraient dans d'autres entités en dehors de France et de savoir s'ils rentrent dans vos effectifs. Là, comme ça, à brûle pour point, c'est pas possible de vous répondre. Il faudra vraiment poser et de vérifier la situation. Mais c'est salariés rattachés juridiquement à un établissement français, parce que là, dans la question, on parle d'établissements à l'étranger, mais ceux-là ne sont pas pris en compte, en fait. Non, ce ne sont pas des sociétés oui, mais s'il a un contrat de travail avec l'entreprise française, mais qui travaille ailleurs, c'est ça aussi. Le salarié, oui, mais pas l'établissement à l'étranger. Ouais, voilà, ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais je réponds parce que par rapport à la question, c'était tourné un peu de cette manière-là. D'accord, ok, ça marche. C'est vrai que je vois le mal partout. C'est ça, les avocats. L'expert comptable a toujours une réponse. Moi, j'apporte toujours des problèmes. Non, c'est pas vrai. Ceux qui me connaissent et mes clients savent que j'apporte plein de solutions. Et nous apportons des solutions. Évidemment. Pour une entreprise les gens savent que je suis blagueuse. Pour une entreprise de moins de 50 qui n'en possède pas, la mise en place d'un plan d'épargne est-elle obligatoire?
Et j'ai envie de répondre, si un dispositif type participation dérogatoire, intéressement ou abondement, le véhicule, c'est le plan d'épargne salariale pour éviter l'imposition pour les salariés. Dans le cadre de la PPV, là, on a vu les tableaux tout à l'heure de Laura et Théo. En fonction de la rémunération des salariés, ils peuvent échapper à l'impôt si la prime est versée sur les plans d'épargne. Donc, la mise en place n'est jamais obligatoire, mais elle est fortement recommandée pour le régime de faveur. Oui, exactement. Donc, pour le coup, là, ça serait plutôt de voir une étude assez au cas par cas. Oui, je précise d'ailleurs, ce qui est obligatoire, c'est donc la participation. Même l'intéressement en soi n'est pas obligatoire. C'est un des dispositifs, si vous êtes éligible aux obligations qui sont donc posées par la loi partage de la valeur, vous avez le choix entre 4 dispositifs selon votre typologie, que vous ayez de l'épargne salariale, que ce soit donc intéressement, participation et plan d'épargne à titre facultatif ou pas. Donc, ça va régir les différents, le choix parmi les 4 dispositifs. Mais en soi, l'obligation des moins de 50, ça va être ce qu'on prévoit pour les 11,49. La participation n'est pas obligatoire, mais elle peut être optée comme un des 4 dispositifs. Et de la même manière, un plan d'épargne n'est pas obligatoire, fortement recommandé pour le traitement de faveur, mais va être opté comme un des dispositifs, un des 4 dispositifs qui est donc à la carte. Alors, il y a une précision sur une question. Pour une entreprise de plus de 50 salariés pendant 5 ans avec des délégués syndicaux, l'obligation de l'entreprise est de mettre en place uniquement un accord de participation ou un accord de participation et d'intéressement. Donc, je pense qu'on fait référence à une question qui avait été proposée précédemment. Oui, alors, si vous avez donc plus de 50 salariés depuis plus de 5 ans, donc la 6e année, vous êtes obligé de mettre en place un accord de participation. L'intéressement viendra en plus. C'est-à-dire que vous avez cette obligation, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est que si vous répondez à cette condition, et indépendamment de la loi partage de la valeur, c'est depuis 1962, c'est la participation obligatoire. Et vient se supplanter, puisque vous êtes dans la 2e catégorie, donc des plus de 50 avec, si vous avez des DS, viendra s'ajouter, et c'est pour ça que j'évoquais beaucoup la question des renouvellements des accords d'intéressement, ou dans le cadre de vos négociations, de vos accords de participation et ou d'intéressement, sur tout ce qui a trait aux résultats exceptionnels, va venir en surcouche s'asseoir sur votre véhicule juridique de base, qui est la participation obligatoire. J'espère que je suis plus claire là-dessus. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On regarde s'il n'y en a pas d'autres. Il y a une question en cours, je pense. Oui. Et si, toujours pour cette personne, Anne-Sophie, il n'y a pas de DS, vous ne serez concerné que par le socle de base, la participation obligatoire. Parce que pas de DS, pas de partage de la valeur en plus pour les résultats exceptionnels. Mais vous aurez, quoi qu'il arrive, la participation légale. Après, la participation légale repose sur une formule légale qui est à la fois sur la valeur ajoutée, les capitaux, la masse salariale, les capitaux propres et bénéfices. Exactement, les bénéfices, bien évidemment. On va pas les sans oublier. bénéfice, il n'y a pas. Et effectivement, ça va déterminer la formule de calcul, ce qu'on appelle la RSP, réserve spéciale de participation. Et de manière très mathématique, s'il n'y a pas de bénéfice, il n'y aura pas de versement de prime de participation. Mais vous êtes tenu de mettre en place un accord, soit par la voie d'une négociation, alors partenaires sociaux à large. S'il n'y a pas de DS, ça sera avec votre CSE, sinon vous le ferez en tant que sous forme de DUE. Je pense que nous avons. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un?
Ça, je ne pense pas. J'ai un peu balayé, je crois qu'on a Ça a l'air répondu de à bon, toutes les questions. Bon, bah, très bien. Donc, comme on vous l'indiquait à titre d'introduction, bien évidemment, alors, tout d'abord, un grand merci d'avoir réservé ce temps pour nous écouter, vous informer, parce que ça reste un beau sujet en social, puisque ça pose beaucoup de questions sur sa politique de rémunération, de se projeter et de pouvoir effectivement avoir en tous les cas une réflexion sur le sujet. N'hésitez pas à revenir vers nous, nous allons vous adresser le support et à poser toutes les questions utiles pour vous saisir de ces sujets. Merci beaucoup. Merci. Et à Merci très à bientôt. tous. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.